Bonsoir, on est très heureux que vous soyez nombreux pour partager ce moment de rencontre avec Nicolas Mathieu autour de son dernier livre et peut-être un peu aussi du premier. Bonsoir Nicolas Mathieu. Bonsoir. Merci de passer par l'Égypte, d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez en Tunisie il y a quelques jours. Vous serez demain à Alexandrie et je veux vous remercier de la générosité puisqu'on vous a fait plusieurs propositions. Vous faites un petit marathon avec nous ici en Égypte et vous avez accepté tout ça, donc on est très heureux. Avec moi pour vous interroger, Salma Mobarak, que je remercie aussi et que je salue, qui est professeur de littérature comparée, de littérature et d'art à l'université du Caire. Vous êtes très nombreux à ne pas avoir lu encore ce roman, donc je vais d'abord planter un peu le décor, juste résumer un peu ce livre, et juste après vous ferez une lecture, là aussi pour qu'on entende, grâce à vous, un extrait de ce roman. Donc c'est votre deuxième livre, donc celui-ci, Leurs enfants après eux, après celui-là, Aux animaux, la guerre. Et donc ces deux livres ont quelque chose en commun, c'est qu'ils s'inscrivent dans un même territoire et dans un même monde social. C'est celui du nord-est de la France, c'est celui des classes populaires aujourd'hui en France, c'est le monde donc de la désindustrialisation, la fin de la classe ouvrière, le chômage. C'est le monde qu'on appelle parfois aujourd'hui celui de la France périphérique. Vos livres s'inscrivent dans une filiation importante en France, qui est celui du roman réaliste, du roman social. On peut rappeler le 19e siècle, Balzac, Zola, et puis plus proche de nous, un auteur qui vous a beaucoup influencé, qui est Georges Perec, par exemple, ou encore Annie Ernaux. Toujours pour donner quelques idées au public qui n'a pas lu votre livre, vous avez fait des études de cinéma, et on peut aussi faire penser au cinéma des frères Dardenne, au cinéma de Bruno Dumont aussi, ou même à celui de Piala, dans le désir de réalité. Oui. Oui, tout à fait. Et donc voilà, votre création s'inscrit dans un territoire et dans un imaginaire social, du moins pour ces deux premiers livres. Ceux qui vont venir, je ne sais pas. Par ailleurs, en guise d'introduction et pour vous présenter, ce monde social, ce territoire, c'est aussi le vôtre, puisque vous êtes né à Épinal dans les Vosges, et puis dans un milieu de la classe moyenne, de classe populaire. Et donc c'est un monde que vous connaissez bien, que vous avez quitté par ailleurs ensuite, mais que vous connaissez bien. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, ce roman est un roman de l'adolescence, ce qui n'était pas le cas dans le premier livre. Le roman de l'adolescence, de ses désirs, de ses rages, de ses blessures. Et vous racontez dans ce livre l'itinéraire de trois adolescents, Anthony, qui est le personnage principal, mais aussi Hassine et Steph, et dont on va suivre dans le livre au cours de 4 étés, l'été 1992, l'été 94, 96, 98, la vie, l'itinéraire, le passage de l'enfance à l'âge adulte. Ça commence donc avec, peut-être certains ont écouté le morceau tout à l'heure, ça commence avec Nirvana, le morceau Smells Like Teen Spirit, ce qui reflète bien peut-être cette rage de l'adolescence, et puis on va jusqu'à l'été 98 avec la victoire de la Coupe du Monde. Et donc ces trois personnages vont grandir sous nos yeux, se battre, se déchirer, s'aimer, certains perdent beaucoup, d'autres gagnent aussi, et tous apprennent à entrer dans le monde adulte. Dernier point pour planter le décor, ce livre a une véritable force narrative, ça tient peut-être à l'empathie qu'on a avec ces personnages et qu'on suit comme ça durant 4 étés, ça tient aussi à la force sensible du livre, à ses images, à son langage aussi qui est très intéressant, je pense qu'on va vous interroger là-dessus. Et puis aussi dans la réception qu'il y a eu dans le livre, et c'est intéressant malgré tout d'en parler, c'est que ce livre, en dehors du prix Goncourt qui lui a donné évidemment, qui a redoublé sa réception, mais il y a aussi
le contexte de l'actualité sociale et politique en France, avec l'apparition du mouvement des Gilets jaunes, qui a donné une attention, une réception aussi particulière à ce livre. Voilà, je voulais planter juste ce petit décor, et puis, à part si vous souhaitez prendre la parole, vous laissez la parole pour lire un extrait. Oui, je vais lire un passage qui se trouve dans la première partie. Je vais me lever, ce sera plus facile pour moi. Donc, Anthony et Steph revinrent sur leurs pas pour prendre la route en lacet qui grimpait vers le point de vue. Celle-ci était bordée d'arbres et de jolies maisons construites récemment par des gens qui bossaient au Luxembourg. À mesure qu'on progressait vers le sommet, la végétation gagnait en densité et l'ombre aussi. Steph et Anthony marchaient côte à côte, se cherchant du coude. Peu à peu, la fatigue du dénivelé montait dans leurs jambes. Ils allaient en silence. Anthony était content. Il avait souhaité tout ça tellement fort. Bientôt, ils purent entrevoir la silhouette de la Vierge qui se dressait là-haut. C'est la famille Vindel qui avait payé pour ce monstre de piété qui, du haut de ses 10 mètres, veillait sur le sommeil des ouvriers. Des décennies plus tard, la tête inclinée et les bras ouverts, elle continuait à bénir Ayange. Quand on se trouvait à ses pieds, c'était tout de même très impressionnant. « Il y a un obus qui l'a touché pour la guerre, » fit Anthony. « Je sais bien, » répondit Steph. C'était leur histoire à tous. Steph lui demanda de patienter 2 secondes et disparut derrière le socle. Levant les yeux, le garçon trouva les traits bienveillants de la statue, le lourd drapé de sa robe, l'aspect lisse du métal où la rouille commençait son lent travail de sape. Quand la jeune fille reparut, elle tenait une bouteille de vodka. « C'est quoi ? On est venu picoler ici l'autre jour. On avait laissé une bouteille. »« Cool. » Elle dévissa le bouchon, qui émit un craquement neuf, et porta la bouteille à ses lèvres. « Elle est chaude, » dit la fille en grimaçant. « Fais voir. » Anthony but à son tour. C'était vraiment infect. « C'est ignoble, hein ? Grave. On va se voir la bouteille ?» Steph s'envoyait encore une bonne rasade avant de se rendre vers la table d'orientation qui s'arrondissait face au vide. Elle grimpa dessus pour s'asseoir et regarder le paysage, les jambes ballantes. Anthony la rejoignit d'un mot et lui tendait déjà la bouteille. Ça fait quand même du bien. Au loin, on voyait couler la Haine, tortueuse et scintillante. Il se faisait tard décidément dans la vallée. Sur le visage d'Anthony, des lueurs rasantes soulignaient des imperfections, un peu de duvet sur la lèvre, un bouton à l'aile du nez. À son cou, une veine palpitait. Il se tourna vers Steph. Tous deux ne représentaient rien dans cet espace qui n'était déjà pas grand-chose. Un affluent passait à travers une vallée où des hommes avaient construit 6 villes et des villages, des usines et des maisons, des familles et des habitudes. Dans cette vallée, des champs géométriques, de blé ou jaune colza, découpaient des patchworks méticuleux sur un relief d'ondes. Des reliquats de forêt couraient entre les parcelles, joignaient des hameaux, bordaient les routes grises où passaient 10 000 poids lourds par an. Parfois, sur leur verre mordant d'un vallon, un chêne poussait tout seul, semblable à une tache d'encre soufflée. Dans cette vallée, les hommes étaient devenus riches et avaient construit de hautes maisons qui, dans chaque bled, narguaient l'actualité. Des enfants avaient été dévorés par des loups des guerres des fabriques. À présent, Anthony et Steph étaient là, constatant les dégâts. Sous leur peau courait un frisson intact. De même que dans la ville éteinte, se poursuivait une histoire souterraine qui finirait par exiger des camps, des choix, des mouvements et des batailles. Merci. Bonsoir tout le monde. Je commencerai peut-être par une question sur le roman de l'adolescence, ce genre où s'inscrit votre roman. Disons, il s'agit d'une tradition littéraire où votre roman s'inscrit, et cette tradition, on peut en croiser quelques représentants. Bon, je m'excuse. Quelques représentants dans des romans comme Les Faux-monnayeurs, par exemple, Bernard Profitant-Dieu, Jacques Thibault, dans les années 20 et 30, ce roman de l'adolescence où il y a toujours des histoires de transition d'âge en âge, de passage d'époque à l'autre.
Alors, d'après vous, est-ce que ce genre est en train de renaître? Et si oui, quel rapport y a-t-il avec ces vieux adolescents des années 20 et 30? Et pourquoi vous avez choisi de jeter ce regard sur la société en suivant des histoires d'adolescents? Au-delà du roman d'adolescence, c'est un roman de formation, un Bildungsroman, comme on dit en allemand. C'est-à-dire que c'est une histoire qui raconte ce deuil de la vie qui passe et qui consiste à tuer l'enfant qu'on a été pour devenir un adulte. C'est ça, c'est toujours une histoire de construction de soi. Si je devais trouver des points communs entre mes personnages et ceux d'alors, c'est quand même, je pense, un certain inconfort par rapport à leur position du moment. Ces personnages aussi étaient mal dans leur temps, mal dans leur famille et rêvaient d'autre chose. C'est comment dire, c'est le train-train de l'adolescence. Voilà, on est quand même très très mal dans sa peau à l'adolescence en général. Je ne sais pas si c'est une tradition qui renaît, parce que je ne crois pas qu'elle se soit jamais tarie. Il y a toujours eu des histoires comme ça qui racontent la vie de mots qui, avec le temps passant et les épreuves, deviennent des hommes, quoi. Moi, je n'ai pas cherché à faire œuvre originale de ce point de vue ou à renouveler un genre, quoi. J'ai vraiment essayé de faire un travail de justesse. C'est-à-dire que je pars d'un parti pris réaliste et qu'à chaque fois que j'écris, j'essaie de créer un rapport analogique entre ce que je dis, ce que j'écris et le monde le plus étroit possible. C'est vraiment ça, le maître mot de l'écriture pour moi tout le long, ça a été restitution. Je voudrais rendre le monde, quoi. Alors il y a l'adolescence, il y a la vie des parents, et puis il y a aussi le territoire, l'été, rendre les sensations. Qu'est-ce que c'est quand on a 17 ans de s'ennuyer au bord d'un lac alors qu'on est moite de chaleur, qu'on a quelque chose qui nous tourmente dans le ventre? Voilà. Moi, c'était vraiment fixer des sensations, fixer des affects, rendre ça. Et puis, il y avait une dernière partie de votre question que j'ai omise. Oui, pourquoi ce regard sur la société à partir d'histoires d'adolescents? Alors ça, c'est des choses auxquelles je ne pense pas initialement, parce que je sais qu'elles vont venir fatalement en chemin. Et si je commence à me faire un programme théorique avant l'écriture, je suis sûr de me planter en faisant un roman à thèse, un truc où il y a un biais vraiment particulier pour aborder le monde. Donc, quoi qu'il arrive, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut écrire, quoi qu'il arrive, il ne faut jamais penser à ce qui compte le plus pour nous. Donc, dire ces choses-là, comme elles me brûlent, moi, de toute façon, à longueur de temps, je n'avais pas besoin d'y penser, je savais qu'elles allaient sourdre d'elles-mêmes dans le récit. Donc, je suis parti d'un truc tout simple, un garçon, un après-midi, qui tombe amoureux d'une fille qui est hors de sa portée, et chemin faisant, ben voilà, il y a le monde qui s'engouffre dans le roman, avec un peu d'histoire, un peu de sociologie, une histoire d'amour, de haine, etc. Enfin voilà, un roman, ça fait feu de tout bois, et notamment ce bois-là. Votre roman commence par deux vols. D'abord un bateau, et puis une moto. Et ces deux vols sont responsables du tournant que va prendre le sort des personnages principaux dans le roman. Et puis à un moment donné, nous avons cette pensée de Steph qui dit « La vie est une affaire de trajet ». Alors, c'est quoi le trajet dans votre roman? Ah, ça c'est une bonne question qu'on ne m'avait jamais posée. Cette vallée, elle fonctionne comme une cuvette, vraiment. Ils sont pris dedans. Ils sont pris dans leur destin social, dans un monde qui se meurt. C'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde, celui de leurs parents, en tout cas pour Anthony et Assine, c'est-à-dire la fin de la classe ouvrière. Et ils sont pris dans cette vallée, comme dans une cuvette. Il y a un lac au milieu qui exerce une très puissante attraction. Et leur trajet, ça va consister à essayer de prendre le plus de vitesse possible pour s'échapper de cette cuvette. Anthony à moto, Steph avec sa copine, Assine en cherchant un départ vers le bled hypothétique à un moment, tous à leur manière, et
leur trajectoire, elle est, comment dire, elle est celle de l'échappée belle. Voilà, c'est ça qu'ils vont tenter, chacun à sa manière. Alors, c'est presque des titres, hein, c'est un roman de la fatalité, c'est-à-dire ils sont comme des personnages tragiques qui sont en butte au destin. Eux, c'est leur destin social. C'est-à-dire qu'en général, dans la vie, on ne meurt pas très loin de là où on est né, c'est comme ça. Chacun à sa manière, avec la part de liberté qui lui est appartie, va tenter de faire mentir le destin qui lui est promis. Ce roman est aussi un roman sur les parents de ces adolescents. Ça veut dire qu'on voit la frustration de la mère, par exemple, qui voit la transformation de son petit enfant. J'étais sensible à un passage que j'aimerais lire, hein, si vous permettez, et j'aimerais bien avoir votre commentaire après. Alors c'est un passage où Hélène, la maman d'Anthony, bon, le narrateur s'introduit un peu dans sa pensée, et nous avons ces quelques lignes. C'est la page 130. Alors, une nouvelle fois, la mère se retrouvait face à un étranger. Dire que 10 ans plus tôt, il lui faisait des colliers de nouilles pour la fête des mères. Ça avait toujours été un bon gamin pourtant. Évidemment, il n'en faisait pas lourd à l'école. Et puis il était du genre bagarreur. Mais dans l'ensemble, elle savait à quoi s'en tenir. Quand il était tout petit, elle lui chantait la rivière au bord de l'eau. Il adorait la confiture de myrtille et ce dessin animé avec le petit Indien, Zacharie, ou quelque chose comme ça. Elle pouvait encore se souvenir de l'odeur de sa tête quand il s'endormait sur ses genoux, le samedi soir devant la télé, comme du pain chaud. Et un beau jour, il lui avait demandé de frapper avant d'entrer dans sa chambre, et à partir de là, les choses s'étaient précipitées d'une manière assez inattendue. Maintenant, elle se retrouvait avec cette demi-brute qui voulait se faire tatouer, sentait des pieds et se dandiner comme une racaille. Son petit garçon. Ben, voilà, on parlait tout à l'heure d'un roman de construction de soi, voilà. Là, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on voit à travers les yeux d'Hélène ce que le temps fait à son enfant, qui passe de petit garçon à cette créature abominable qui est un adolescent, qu'on a tous été, certains s'en souviennent, d'autres tâchent d'oublier. Il y a vraiment un gros effort dans le roman pour rendre sensible le temps qui passe. C'est un exemple, ça. Dans le corps d'Anthony, elle témoigne du temps qui a passé. Mais il y a aussi le fait que ces 4 étés, qui sont tous, avec entre chacun d'entre eux, des ellipses de 2 ans. Donc, dans ces 2 ans, on se doute qu'il s'est passé plein de choses qui les ont affectés, et on les retrouve avec changés, mais quand même un peu les mêmes, etc. Il y a 1000 manières de dire cette malédiction lente du temps qui passe et qui va avoir raison des corps, de certaines de leurs ambitions, de toutes leurs illusions, puisque c'est quand même ça, grandir, c'est abandonner quand même beaucoup de ses illusions en chemin. Donc voilà, c'est une des nombreuses manières de dire le temps qui passe. Toujours en restant sur l'adolescence, vous avez voulu, dans ce roman, se tenir au plus près des sensations, des désirs, je le disais au début, de la brûlure même du désir, et c'est pas, à mon avis, innocent que ça se passe dans 4 étés. Il y a donc ce premier morceau de Nirvana, puis il y en a un autre qui donne le titre du 3e chapitre, qui est La Fièvre, qui est un des morceaux les plus connus du rap français des années 90. Et donc c'est vraiment la fièvre, effectivement. C'est une fièvre
qui tient à l'amour. Alors peut-être vous pouvez expliquer, parce que l'amour d'Anthony pour Steph, c'est pas n'importe quel amour. Steph n'appartient pas à la même classe sociale, donc il se joue ça aussi à ce moment-là, cette blessure-là. Et puis, entre Hassine et Anthony, ce sont deux rivaux, deux frères, mais deux frères rivaux, qui appartiennent à la même classe sociale. Leur père était ouvrier dans une usine de fourneaux, métallurgue. Ils ont tous les deux été mis au chômage, mais l'un est un enfant d'immigrés et l'autre ne l'est pas. Donc il y a aussi cette rivalité. Donc ces sensations, vous avez voulu plonger là-dedans, et vous avez aussi voulu plonger dans le langage adolescent, dans un langage qui est souvent très cru, mais en même temps la difficulté pour un écrivain, c'est de trouver la justesse justement de ce rapport au langage adolescent, dans la façon dont il parle de la sexualité, et particulièrement les filles. Hein. Dans ce roman, les filles sont même presque plus crues dans leur abord, dans leur façon de parler de la sexualité. Donc, quels sont les problèmes que vous vous êtes posés, ou est-ce comment ça s'est imposé à vous, ce rapport entre cette crudité du langage et en même temps ne pas être trop dans l'excès par rapport à tout ça? Je vais revenir quand même sur les sensations, parce que alors, ça, je pense que c'est un des grands objets du roman, c'est de fixer des sensations. J'avais été très frappé par des propos de Gilles Deleuze dans son abécédaire, où il disait le roman fait une chose, et la peinture, pareil, enfin, la plupart des arts, ils fixent des percepts. Qu'est-ce que c'est qu'un percept? C'est un ensemble de perceptions qui survivent à celui qui les a éprouvées. Par exemple, ce matin, j'étais dans une voiture et un embouteillage du Caire. Il y avait une certaine qualité de lumière, l'odeur de la poussière, des plastiques de la voiture, ma fatigue que je sentais sous mes yeux, la curiosité et le vrombissement autour de moi, etc. Comment on fait, en quelques phrases, pour rendre ça, et que quelqu'un qui l'avait vécu dise « Ah, c'est tellement ça », et que quelqu'un qui ne l'a pas vécu puisse partager cette expérience. Et bien sûr, ce que c'est l'adolescence, le désir. Qu'est-ce que c'est que le désir adolescent? Qu'est-ce que c'est qu'être amoureux quand on a 15 ans? C'est pas rien. On n'est jamais plus affûté qu'à cet âge-là. Alors j'ai essayé de fixer ces sensations-là. Comment ça passe à travers les corps, comment ça traverse les protagonistes. Ça, c'était... Et puis l'été. Vraiment, j'ai fait commencé d'être pris dans ces étés de l'adolescence, interminables et si courts. Quand on grandit, à l'été, c'est 15 jours de vacances et c'est plié, on est déjà rentré. Mais quand on a 2 mois devant soi, tout est possible. On emménage dans l'été. C'est un continent. Et puis plus tard, il n'en reste rien, quoi. Alors, j'avais vraiment envie je fais un travail de justesse. J'ai essayé de rendre ça avec le plus de justesse possible, c'est-à-dire le fixer avec des mots précis. Et en même temps, par le travail sur le style, essayer aussi de produire des effets pour que le lecteur l'éprouve à son tour. Hein. C'est quand même ça le jeu. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point j'y suis parvenu, mais c'était vraiment l'ambition. Bon, sur la crudité, ça participe de mon parti pris esthétique. Si on est réaliste, il faut l'être surtout. Donc il faut être frontal. Il ne faut pas commencer à développer des stratégies d'évitement sur les trucs qui embarrassent. Parce que, non. Donc, pas de contre-jour avantageux. Donc on essaye de parler. Il y avait un des grands sujets qui m'intéressait sur l'adolescence, et j'en parlais avec des amis filles, et je leur disais, mais vous, comment ça marche, le désir, etc. Enfin, surtout, souvent dans les romans et dans les films, le désir est à la charge du garçon, et ça vise une fille. Et moi, je voulais savoir ce qui se passait dans la tête des filles, quoi. Donc, je me suis documenté beaucoup. J'ai été contraint de rencontrer des filles, de leur parler... de savoir comment ça se passait, etc. Et puis j'ai essayé de rendre ça, ce que ça leur fait. Et pour le langage adolescent, c'est pareil, j'ai essayé d'être juste. Je crois que j'y suis pas parvenu complètement, parce que ce langage qui est juste à l'oreille, et qui teinte comme du langage d'ado d'aujourd'hui, il a été quand même en partie, je crois, contaminé par du langage d'ado de 2010. Et je m'en suis rendu compte qu'après. Donc là-dessus, mon effort archéologique a échoué. J'ai été un peu au-delà de mon désir. Mais à l'oreille, ça sonne juste. On sait,
il suffit d'aller dans un RER ou de passer une soirée avec des mômes, ça sonne comme ça, quoi. Il y a cette percussion-là, ces répétitions. Quand j'avais 15 ans, dans les années 90, avec le mot grave, on faisait la moitié de la discussion. ça nous suffisait à couvrir 80% des sujets, quoi. Aujourd'hui, c'est trop. Hein, t'as vu, trop. C'est bien, trop. Tout est trop. On en a oublié d'ailleurs que c'était un mot dépréciatif. C'était le contraire de très. C'est devenu valorisé. Enfin voilà, bon. Donc il y a tout un travail comme ça qui est fait sur le langage, qui est un travail pas de. Je ne prends pas des notes, hein, c'est vraiment à l'oreille, quoi. J'essaye de reproduire des choses que j'entends et que ça sonne juste. Là, je reviens un peu à ce que vous dites concernant le réalisme et la restitution du réel. Mais il y a aussi un choix. Vous choisissez d'utiliser tel mot à la place de tel autre. Ces choix proviennent de votre sensibilité, de votre... Comment vous le voyez Ouais, ben justement, c'est pas si sûr qu'on choisisse toujours. Alors, vraiment, là, je sors d'une longue période où on m'interroge beaucoup et on me demande toujours, enfin souvent, pourquoi. Et je suis tenté de répondre parce que. C'est-à-dire que, effectivement, moi, je réécris énormément et j'essaye de produire certains effets avec certains mots, des articulations, des frictions entre les mots, produire des tensions entre des mots qui en se jouxtant, comme des aimants, ça tire ou se repousse, quoi. Mais il faut bien admettre que ça écrit un peu à travers nous, malgré nous. Et que quand on est dans l'effort d'une musicalité, d'une fluidité, la pondération, elle n'est pas toujours rationnelle. Il y a des choix qui se font un peu au feeling, quoi. Voilà. Ce que je peux dire sur mon style, si jamais j'en ai un, et que sur le choix de ces mots et la manière dont ma langue sonnerait, c'est que ça ressemble assez exactement à... Enfin, mon langage, mon type de langue, se situe dans le champ du langage, comme moi je me situe dans le champ social, c'est-à-dire dans un entre-deux. Voilà, moi je suis né dans un milieu relativement populaire où on avait un rapport un peu détendu avec la langue, un peu leste, où les seuils de la bienséance et de la vulgarité n'étaient pas les mêmes que dans les milieux bourgeois que j'ai pu traverser plus tard. Donc il y a ça qui est en moi. Et puis voilà, après j'ai eu un parcours, des études, beaucoup de lectures, et une langue plus analytique, articulée, poétique, etc. qui s'est développée aussi. Et voilà, ça fait l'aller-retour sans cesse entre les deux, comme moi je fais des allers-retours entre des mondes qui se ressemblent pas, quoi. C'est une poétique de l'entre-deux, on va dire. Bon, alors, puisque vous évoquez la dimension populaire de votre roman, j'aimerais bien vous poser une question concernant le déterminisme un peu social, la prédestination de... ça veut dire là, on se situe un peu également dans une tradition, celle du roman social, je dirais naturaliste, nous voyons un peu Zola, à cause de ce milieu social où évoluent les personnages de vieux prolétaires, d'immigrés, aussi cette idée de prédestination. On est pauvre, on demeure pauvre, on est fils d'immigrés, on le reste. Le titre de votre livre, Leurs enfants après eux, l'épigraphe aussi, permettez-moi de lire l'épigraphe. Il est dont il n'y a plus de souvenirs, ils ont péri comme s'ils n'avaient jamais existé, ils sont devenus comme s'ils n'étaient jamais nés, et de même leurs enfants après eux. Quelle est la place de la liberté, de la révolte, ou même de l'ambition dans votre vision du monde? Elle est majeure, mais ténue. C'est-à-dire que c'est tout ce qui compte, mais c'est une force mineure par rapport aux forces qui s'exercent les plus violemment. Voilà. C'est-à-dire que la règle du jeu, elle est impitoyable, et qu'en général, on reproduit les habitus,
les modes d'être, les fonctionnements de l'endroit où on est né. C'est la règle. 1000 études l'ont démontré, la vie de millions de gens aussi, c'est comme ça. C'est vrai à telle enseigne qu'on le dit déjà dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Cet épigraphe, il servait aussi à montrer ça, que la reproduction sociale n'est pas seulement, c'est pas un fait de société, c'est une loi anthropologique de tout temps. Voilà. Mais, contre ça, il y a le mouvement de la vie aussi. C'est-à-dire que ces gamins, chacun a sa place, il veut sa part du gâteau, ils ont des ambitions, des désirs qui sont très forts. Seulement, tout le monde ne gagne pas à la fin. C'est pas, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas l'école des fans. Quand l'école des fans, c'était une émission de télé française, des enfants chantaient, à la fin, tout le monde avait 10. Bon, dans le réel, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Donc, moi, même les parents, qui sont, comment dire, les derniers sujets d'un monde qui s'éteint, le monde de la classe ouvrière, même eux, ils ont encore leur part de liberté, leur désir, leur volonté d'être. Ça reste très fort jusqu'au bout, quoi. Mais si on devait faire la part de la liberté et du destin, le destin l'emporte de beaucoup. Ce qui n'empêche jamais de tenter sa part de liberté. Et l'autre jour, Tunis, on m'a demandé que peut la littérature, à quoi ça sert, voilà. Eh ben, c'est peut-être que la littérature, ça sert justement à accroître cette part de liberté, à l'épaissir, à la muscler. Il y a un mot atroce en ce moment qu'on utilise partout, un mot anglais qui est l'empowerment, l'empuissantement. Alors voilà, peut-être que peut-être que la littérature, elle sert à empuissanter notre part de liberté, à la rendre plus forte et plus efficace. Pour vos personnages d'anciens ouvriers, on sent chez eux une certaine nostalgie de cette vie industrielle qui est représentée un peu comme un âge d'or ou un moment de gloire sur le plan personnel et aussi collectif de la cité. Mais également, le roman montre combien ces personnages ont accumulé des sentiments d'injustice, d'humiliation à cause de leur travail dans l'usine. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment la psychologie du personnage est construite à partir de ces deux? Oui, alors c'est sur presque tous les plans, on est dans l'ambivalence. Ça, c'en est une. Oui. Je vais vous raconter une petite histoire qui va permettre de comprendre. À un moment de ma vie, en 2007-2008, j'écrivais des procès-verbaux de réunions dans des comités d'entreprise. Et j'ai couvert beaucoup de plans sociaux, c'est-à-dire des fermetures d'usines à cause de la crise des subprimes à ce moment-là. Et un jour, je m'étais rendu dans une usine du nord de la France qui faisait du métal. Il y avait des immenses bobines de métal. Voilà. Elle était en train de fermer. Et un ouvrier, m'a fait visiter son usine, dont il était fier et qui fermait. Donc il éprouvait une grande nostalgie pour toute la geste ouvrière. Il me racontait, l'usine venait nous chercher à la sortie du collège, c'était pas le brevet, c'était le certificat d'études. J'y suis rentré à 14 ans, mon père y travaillait déjà, il y a des fratries entières qui s'y retrouvaient. C'était leur histoire. Elle était magnifique dans le sens où déjà ils la fantasmaient a posteriori, et puis qu'il y avait eu des collectifs. Grâce à ces collectifs, ils avaient pu arracher des droits, des faveurs, des améliorations de leur sort. Donc il me raconte tout ça, ça avait l'air formidable. Et puis il me montre une bobine, il me dit, tu vois, cette bobine-là, le métal, les plaques de métal filaient à 100 km/h. Si tu mettais ton doigt, ça faisait comme une lame de rasoir, il était coupé dans la seconde. Cet atelier, et il le dit avec fierté, on l'appelait la boucherie des Ardennes. Et alors, dans ce rapport-là, où je voyais que la fierté, la nostalgie et les images qui s'en venaient, et en même temps comment cet endroit avait dévoré des générations entières et avait tué des hommes par paquet de 10,
c'est ça, ça a été ça la classe ouvrière, quoi. Et donc les parents, ils vivent dans cette ambivalence-là aussi. À mesure qu'il y a moins d'usines, je pense que la nostalgie est plus grande quand même. Donc vous situez votre roman dans les années 90. Et il y a certainement, enfin moi je vois deux choix là-dedans. D'abord parce que vous avez vous-même 14 ans en 1992. Donc c'est des dimensions peut-être, non pas autobiographiques, mais disons d'investissement. Enfin, vous revenez sur l'époque que vous avez connue, mais il y a aussi peut-être, et c'est à ça aussi peut-être que sort le roman, vous choisissez cette époque parce que peut-être cette époque est une époque de transition. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que le passage par ce recul de 20 à 25 ans, quand vous commencez le projet du livre, est-ce qu'il y a l'idée que ce petit détour temporel est une manière de peut-être de mieux comprendre le moment où nous sommes aujourd'hui, ou c'est pas du tout un souci que vous avez? Il y a ça, mais ça vient en second. C'est-à-dire que faut être, voilà, moi qui essaye de faire un travail réaliste de démystification, il faut que je commence un peu par moi-même. Au départ, c'est une commodité. C'est-à-dire que pour raconter mon adolescence, je me dis le plus simple, c'est de me caler sur les années où j'ai été moi-même adolescent. Je fais pas mal de rencontres dans des lycées, des collèges. Ça a quand même pas mal changé le fonctionnement des gamins, notamment pour l'économie amoureuse. Instagram, Snapchat et Twitter ont considérablement changé la donne. Donc c'était un truc, si je parlais de l'adolescence d'aujourd'hui, il m'aurait fallu intégrer tous ces aspects. C'était long, ça compliquait tout, et puis ça réduisait mes projets de circulation entre les classes sociales. C'était embêtant. Donc je me suis dit que je vais commencer 14 ans, 1992, Smell Like Teen Spirit. Pour moi, c'est là que les années 90 ont commencé. Voilà. Et je commence à avoir l'idée d'un plan avec plusieurs idées, ces ellipses. Et là, au bout d'un moment, je me dis, forcément, il va y avoir le portrait d'une époque qui va se dessiner à travers ça. Et en quoi c'est intéressant. Donc, je me suis mis à lire là-dessus, sur les années 90. Il n'y a pas grand-chose d'ailleurs. Il n'y a pas grand-chose. C'est une décennie bâtarde, un peu, qui n'a pas dit grand-chose à grand monde. C'est les repères que moi je me suis donné, hein, entre Smell Like Teen Spirit et la Coupe du Monde 98, entre la chute du mur et la chute des tours, entre la fin de l'histoire de Fukuyama et le choc des civilisations de Huntington, une espèce de période un peu de ventre mou, quoi. Et c'est vrai que j'ai grandi dans l'idée que l'histoire était gagnée. Pendant toutes les années 80, on avait vu MacGyver mettre la pile aux communistes, et puis une fois que le mur était tombé, c'était réglé, il y avait un boulevard, quoi. Mais de manière sous-jacente, il y a toute notre histoire contemporaine qui se préparait, là. C'est-à-dire un monde qui se voulait quand même assez univoque, mondialisé, une forme de capitalisme renouvelé, extrêmement agressif, avec la désindustrialisation aussi, d'autres rapports au travail, l'atomisation des masses, etc., quoi. Donc, je me suis dit qu'il fallait aussi raconter tout ça, et puis faire aussi une histoire sensible de ce temps-là. Alors, il y a les chansons, et puis, alors là, dans les rencontres en général, je vois toujours 2-3 quadras qui viennent me voir en disant « Ah, c'est exactement moi », et ils reconnaissent les t-shirts, les jeans, le goût du Nesquik, tout. Mais ce côté générationnel, moi, je ne l'ai pas anticipé, c'est venu un peu malgré moi. Mais je voulais quand même faire une histoire sensible de la décennie. Ouais. J'ai remarqué qu'il y a une... Oui, le micro. Excusez-moi, micro, lunettes, livre. Alors, j'ai remarqué aussi que l'ironie occupe une place importante dans votre roman. Et là, j'aimerais bien lire aussi un passage qui montre la transformation du job, du métier d'Hélène. Et puis, avoir aussi votre commentaire après.
Alors, Hélène, c'est la mère d'Anthony, et dans ce passage, il y a cette description de la transformation de son métier, qui est le même, mais qui a changé. À la fin, son job consistait toujours à faire des salaires, c'est-à-dire empiler des lignes qui aboutissaient à un total en bas à droite. Seulement, c'était tout l'apparat autour qui avait brutalement changé, devenu opaque, sentencieux, anglicisé. Une nouvelle manager avait bientôt débarqué au bureau. Elle avait des idées, 20 ans de moins qu'elle. Elle avait des idées, 20 ans de moins qu'elle, et venait de finir son MBA en Amérique. Elle le spécifiait à la moindre occasion et s'émouvait interminablement des obstacles inutiles qui, en France, faisaient encore barrage à l'indispensable en avant de toute une civilisation. Car un mur à Berlin était tombé. Depuis, l'histoire était faite. Il ne restait plus qu'à aplanir les dernières difficultés à l'aide d'outils bureaucratiques et organiser la fusion pacifique de 5 milliards d'êtres humains. À l'horizon, la promesse d'un progrès interminable, la certitude d'une unité confondante. Hélène avait assez rapidement compris qu'elle constituait, quant à elle, l'un des freins qui entravait ce mouvement historique. Elle en avait bientôt conçu un certain dépit, lequel s'était soldé par un arrêt de travail de 2 mois et une cure d'antidépresseurs. Alors, la littérature, c'est aussi un outil de critique, quoi, et l'ironie en particulier. Donc je m'en sers, et puis ça permet de remonter le moral des troupes en cours de route. Comme une manière de dédramatiser un peu. Voilà, et puis de se moquer des choses qui semblent aller de soi. Ça aussi, quelque part, ça me vient de gens comme Perec et plus encore Flaubert. Alors Flaubert, il pensait vraiment être totalement absent de son livre, mais en fait il y est totalement présent tout le temps, et on sent comme ça constamment dans le fil du récit, et notamment par les adverbes, sa présence un poil narquoise, pas toujours bienveillante, alors que moi je pense que c'est une ironie assez bienveillante quand même, en tout cas pour mes personnages, et ça fait tout le miel du roman. Par exemple, dans Madame Bovary, après l'épisode du pied-beau, où Charles Bovary essaie de devenir un grand médecin et y échoue, et finalement la réparation du pied-beau de l'idiot du village finit par une amputation, on rentre dans sa tête, et Flaubert écrit quelle mésaventure, quel désappointement. Alors, si là on n'éclate pas de rire, il vient quand même de couper la jambe de quelqu'un. Quel désappointement. Alors voilà, par petites touches, il faut bien se délecter un peu. Quant au langage que vous utilisez, dans le roman, par l'histoire de ces jeunes, par l'écriture qui laisse une grande part au dialogue et au langage des adolescents, je ne sais pas, est-ce que vous avez un public en tête lorsque vous écrivez? Est-ce que les jeunes ont été plus sensibles à cette écriture que vos lecteurs adultes, par exemple? Alors, j'ai pas de cible précise, j'ai pas une silhouette de lecteur idéal du tout. Vraiment, je pense texte, quoi. Et puis, je pense à la réception, mais pas par rapport à un lecteur idéal. Je me dis toujours, il faut que ce soit accessible au maximum, parce que ça ne sert à rien de faire des livres sur le peuple si on est hermétique. Donc il y a une volonté de transparence et d'accessibilité quand même. Et les jeunes ne l'ont pas spécialement mieux reçu que les autres, plutôt non d'ailleurs. J'ai fait
j'ai rencontré beaucoup de lycéens dans le cadre du cours des lycéens. Et pas mal d'entre eux étaient heurtés par l'image que ça leur renvoyait de l'adolescence. Alors eux, la reproduction sociale, ils ne veulent pas du tout en entendre parler. Ça n'existe pas. Tout est ouvert, tout est possible, et je peux les comprendre, hein, et j'étais pas là pour leur casser le moral. Ils découvriront assez tôt. Et puis, comment il y a aussi le traitement des rapports amoureux et de la sexualité qui a pu heurter les publics jeunes. Voilà. Et à l'inverse, il y a peut-être des lecteurs très âgés qui ont buté sur du vocabulaire de jeunes, quoi. Mais non, c'est pas pour séduire la jeunesse en particulier, quoi. Ça sera ma dernière question. Votre manière d'écrire, dans un roman aussi complexe, avec plusieurs intrigues qui s'imbriquent, avec une histoire qui avance en passant d'une famille à l'autre, d'une histoire à l'autre, quel plan vous adoptez? Est-ce que vous avez un plan en écrivant? Comment vous vous en sortez? Alors non, parce que si je me mets là, que je ferme les yeux et que je commence à réfléchir à ce que je vais écrire, il ne se produit rien. Donc je ne fais pas de plan. J'ai des personnages, des situations et des espèces de plans d'atterrissage. Je sais à peu près là où je veux me rendre, quoi. Et c'est vraiment le processus d'écriture qui me permet de déplier tout ça. Si je ne travaille pas, il ne se passe rien. Alors, à la fin, ça fait un truc assez monstrueux qu'il faut refaire de fond en comble. Et donc, je réécris beaucoup, jusqu'à ce que tout ça s'enchaîne de la manière la plus harmonieuse possible, que les personnages aient leur cohérence. J'ai monde ici, je lisse là, je consolide par là. Il y a un énorme travail de réécriture. Après cette première phase douloureuse et très incertaine, où on arrache de la matière au vide, et où là, je suis quand même très démuni et en souffrance. Et combien de temps ça vous a pris l'écriture de ce roman? 2 ans et demi, celui-là. 2 ans et demi. Ouais. Alors après, c'est difficile de parler comme ça, parce que c'est pas non plus du temps plein. J'ai un job à côté, et j'ai fait d'autres choses, quoi, mais c'était quand même intensif, quoi. Et pour cette première phase où vraiment il faut faire avancer l'histoire, pousser. Alors, je réfléchis avant de me mettre à ma table, je dis aujourd'hui, je vais peut-être essayer de raconter ça, et puis le faisant, il y a d'autres choses qui arrivent, quoi. La moto, elle n'était pas là dans mon idée de départ, par exemple. Dieu sait longtemps qu'elle est importante dans le récit. Pour cette première phase, je me fixe des objectifs, c'est-à-dire que je fais 1000 mots par jour. Et tant que j'ai pas mis 1000 mots, je pousse. Je pousse mon rocher, tel Sisyphe. Ça, c'est un plan. Donc, une dernière question ou deux, enfin, je ne sais pas encore. C'est sur le genre du roman et les transformations du roman. D'une part, il y a une forte dimension dans ce livre épique. Le souhait de raconter dans la durée, une dimension presque de saga. L'action, c'est parfois très visuel, très cinématographique. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette dimension, que je dirais épique, disons? Qu'est-ce que le roman apporte à ces personnages? Qu'est-ce que vous cherchez par là? Ce truc-là, ça se trouve, le caractère épique qui découle, il se trouve à la jonction de différentes ambitions ou de différents goûts. C'est-à-dire que, par exemple, le moment de l'enterrement ou le 14 juillet, je pense à des scènes de cinéma, je pense à Courbet, je pense à la peinture d'histoire comme ça, ou la peinture de genre. C'est des choses qui apprennent beaucoup ma manière d'écrire, et je me dis, je voudrais que ce soit comme ça, à fresque, que d'un coup on voit tout le monde social nu devant nous, comme ça. Donc ça peut être un exemple, quoi. Et puis, il y a peut-être aussi un rapport politique au monde. C'est-à-dire que je me dis, ces vies qui ne sont rien, moi je voudrais qu'elles soient bigger than life, quoi. Qu'elles prennent par moments la dimension que moi je leur accorde, c'est-à-dire que c'est le sel de la terre. Et alors comment on fait ça? Eh ben, il faut mettre du souffle, quoi. Il faut que ça renvoie. Donc ça se situerait peut-être
Il y a beaucoup de détonateurs pour produire cette histoire. Il y a beaucoup de choses qui m'ont ou heurté, blessé, donné envie, qui m'ont donné du gaz pour écrire ce bouquin. Il y a notamment une chanson de Bruce Springsteen qui s'appelle The River, qui raconte l'histoire d'un gamin de prolo qui va faire toute sa vie au même endroit et qui revient inlassablement à cette rivière. Bon. Et quand il le chante, Bruce Springsteen, cette vie qui n'est rien, l'insignifiance même, ça prend une dimension. On a la poitrine qui s'élargit. Alors voilà, moi je voudrais faire ça aussi, quoi. Toute dernière question, c'est sur le rapport à le grand genre de la narration aujourd'hui, qui est la série. Donc quand on est un lecteur aujourd'hui, qu'on lit votre livre, en général on a vu beaucoup de séries aussi. Et donc ces 4 étés, qui pourraient être comme 4 saisons d'une série, chacun des chapitres qui pourrait être un épisode de cette saison. On pense à beaucoup de séries justement qu'on a vues, parce qu'on suit comme ça dans le temps. Est-ce que pour vous, en tant qu'auteur, vous avez aussi, non pas un souhait d'imiter les séries, je ne crois pas, mais vous-même, ça transforme l'écrivain, quoi, en fait, d'avoir vu des séries ici. Et quelles séries vous avez vues, ou est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous? Alors ça, c'est vraiment une question intéressante, c'est le recyclage du matériau non noble dans la littérature. J'ai dit tout à l'heure, le roman fait feu de tout bois, y compris ça. Tout, quoi. Et c'est vrai que mon premier roman, il y avait des choses qui étaient très inspirées, par exemple, des Sopranos. Alors, la structure narrative peut être en partie inspirée du mode de narration sérielle. Au-delà, c'est plus l'application aussi de méthodes dramaturgiques qui sont les mêmes, alors qui sont celles qu'on applique sur Netflix, mais qui étaient déjà là depuis Aristote. En fait, c'est toujours la même histoire, quoi, qu'on raconte. Et les mêmes histoires qu'on se raconte de la même manière, quoi. Mais j'accepte, je revendique l'idée qu'on puisse mettre de la série dans de la littérature et que ça ne la dévalue pas. Au contraire, le roman, c'est pas un objet pur et noble qui se prostituerait en rentrant en contact avec le monde. Mon Dieu, non, il faut que ce soit ouvert le plus possible, quoi, que tout puisse y rentrer. Alors, donc, essayons ouvrons la parole au public. J'espère que vous avez des questions. Le micro va circuler, je pense, facilement. Et donc, je vois un monsieur là-bas qui voudrait intervenir. C'est bon. أنا هبدأ بالدكتور الكبير الأستاذ أليكس كالر والعار لأمير زولا والمزيفون لإندريا جيد، لأن حضرتك يعني أنت خليت دماغ الواحد لفة ورد من كتر المعلومات اللي خدناها. بس أنا عايز أقول حاجة عن المشاعر الإنسانية اللي هي بتبدأ مش من سن المراهقة، من سن الطفولة. أنا لما يكون عندي قيود عن المشاعر، زي مثلا بالراحة كده إسباغ الحماية القانونية، تعميق دور، إعادة صياغة قانون، وتاخدني من كياني الإنساني لخيال الحقل وتحولني إلى مشاعر بلاستيكية كل وجزء. وفوق كل ده الحامي عايز ينام على سريره وياخد تلته في الجزء الوسط. خد بالك ده اسلوب بعيد كل البعد عن الاسلوب الانساني، يعني بكلمك دلوقتي على الاسلوب الانساني. وفوق كل ده شايف ان هو مش واخد حقوقه. يعني الانسان مننا مشاعره بقت بلاستيكيه بالظبط وبقى خيال حقل. هنا انا لازم انطق بالشعر الغنائي. ساعات حسني بتقول بانو بانو بانو
على اصلكم بال. يرد عليها محمد رشدي يقول البياعين. السؤال هنا انا كانسان اعيش ازاي في جو كله نرجسيه، مش نرجسيه، معجون نرجسيه، اعيش ازاي بمشاعري وانا سلبت انسانيتي. السؤال هنا بقوله لك اهو، انا انسان سلبت انسانيتي، اعيش ازاي بمشاعري. شكرا لسؤال حضرتك. Une chose que je peux dire en tout cas, c'est que j'ai pas dit que les sensations naissaient à l'adolescence, mais qu'elles avaient une acuité à ce moment-là et un tranchant qu'elles pouvaient perdre par la suite. Je n'ai pas de programme pour améliorer la vie des gens, j'essaye juste de décrire le monde que je vois autour de moi. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez écrit de la poésie. Vous pouvez nous parler de votre rapport à la poésie? Parce que vous avez mentionné que votre travail avec les mots, ça m'a fait penser à la poésie. Et est-ce que vous avez un poète préféré ou... Alors, je lis de la poésie, j'essaye d'en lire quotidiennement. On a été fâchés un certain temps, Poésie et moi. J'avais lu un papier de critique sur la poésie qui s'intitulait « 99% de la poésie contemporaine est de l'intimidation ». Et je crois que je m'étais laissé longtemps intimider. Et j'y suis revenu par certains auteurs. J'en lis, et notamment, c'est un type de lecture que j'apprécie parce que c'est comme faire tourner un vin dans sa bouche. On peut savourer longtemps un très peu de liquide, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se déguste. C'est pas une lecture cursive, c'est une lecture de l'approfondissement. On ne file pas, on creuse. Et ça, c'est comme j'imagine le travail d'un traducteur qui se penche sur un texte littéraire. Il va devoir le décortiquer très très en profondeur, et de ça il naît des nouvelles manières d'écrire. Donc moi ça m'intéresse pour ça, la poésie, et il y a beaucoup de poètes que j'aime. En ce moment je suis beaucoup dans le roman inachevé de Aragon, voilà. هل ممكن تقول لنا تأثرت مين ملهمك الأدبي الأول؟ هل هو فلوبير أو إيميل زولا؟ بمن تأثرت عامة من كتاب فرنسا والكتاب العالميين سواء في الأدب الأمريكي أو البريطاني؟ وثانيا السؤال الثاني هو قرأت أنك تعمل في وظيفة أخرى، فهل تنوي التخلي عنها والتفرغ للكتابة فقط بعد الجائزة؟ وكنت عايزة أعرف متى اكتشفت بتحديد رغباتك أو ولعك بالكتابة، شغفك بالكتابة؟ شكرا. Ça fait beaucoup de questions. Alors, j'ai peur d'en oublier une en route. Alors, si je devais donner comme ça quelques noms d'auteurs qui m'ont inspiré, qui sont des modèles, qui m'ont donné envie d'écrire, parce qu'un auteur, ça peut être ça aussi, quelqu'un qui fouette votre plume. J'en donnerai 4 pour faire très très vite. Annie Ernaux, Gustave Flaubert, Céline, et puis Jean-Patrick Manchette, qui est mon auteur de polar préféré. Pour des raisons assez différentes. Alors, il y avait une question, l'autre c'était... Alors oui, moi j'ai quand même beaucoup lu, moi aussi, comme tous les Français, on en parlait tout à l'heure, les Américains, quoi. Donc alors, il est sûr que Steinbeck ne m'est pas étranger, non plus qu'Hemingway. J'ai lu beaucoup de romans noirs aussi américains, Erskine Caldwell aussi, des gens comme ça, qui eux ont ce souci de raconter magistralement la vie des petites gens, et ça a été avec cette volonté épique aussi, et ça a été des modèles, c'est sûr. Et
Ah oui, alors effectivement, j'ai un job à côté. Je fais de la com numérique pour un organisme environnemental qui s'occupe de surveiller la qualité de l'air. J'espère que vous avez ça ici, hein, ça pourrait vous servir. Et je ne pense pas à démissionner pour l'instant parce que oui, je vous disais que j'avais un parti pris esthétique qui est le réalisme. Et dans cette vie qui m'est tombée dessus depuis le prix Goncourt, j'ai très peur de perdre pied et de perdre contact avec le réel. C'est-à-dire de me retrouver voilà, dans des choses très sympathiques comme ce soir où je fais mon numéro devant 100 personnes, mais c'est pas ça le réel. Donc pour l'instant, j'ai gardé un pied dans le monde du travail et ils ne me voient pas beaucoup, mais je continue à y aller. Voilà. Ah, le début de l'écriture, ah, ben ça je peux le... Oui, alors depuis tout petit je lisais quand même, enfin j'aimais lire, et le premier souvenir que j'ai, c'est à 7 ans, en CE1, une institutrice qui nous avait donné le début d'une légende, la légende de Saint-Nicolas, et qu'on devait poursuivre. Elle nous a donné le début, on devait écrire la fin. À cette occasion, je me suis distingué, mon petit texte a été lu devant toute la classe, et depuis... je cours frénétiquement après cette satisfaction égotique initiale. Voilà. Bonsoir. Bah, en fait, je viens de lire le roman, donc je suis dans les premières pages. Et ce que je constatais, en fait, que vous avez caractérisé la vie des adolescents dans les années 90. Donc là, en fait, je veux juste savoir, est-ce que c'est une liaison avec la vie des adolescents et la manière d'atteindre leurs objectifs, comme par exemple les lectures ou le désir pour voir quelque chose et tous ces trucs-là, ou bien c'est juste une histoire fictive, ou bien c'était une expérience, pas forcément personnelle, mais par exemple une expérience que vous avez vue ou bien que vous avez lue dans un roman ou quelque chose comme ça. Je veux juste savoir c'était quoi exactement l'idée pour atteindre... Voilà. Alors, on revient à la première question de madame, c'est-à-dire c'est un roman de formation. C'est-à-dire que... Parce que j'ai pas assisté dès le début, en fait. Ah oui, c'était pas un reproche. Vous savez, en pédagogie, il n'y a que la répétition qui vaut. Ouais. Donc on va se répéter beaucoup. Le projet initial du roman, c'est vraiment ça, c'est ça le point de départ, c'est faire un roman d'apprentissage, de formation, de construction de soi. Et donc, c'est de partir d'un gamin qui a 14 ans, qui a toute la vie devant lui, mais aussi toutes les illusions qu'on peut avoir à cet âge, et qui, en se confrontant à la réalité, va devenir un homme, mais au prix d'un certain nombre de désillusions. C'est ça le parcours que j'avais envie d'écrire. C'est une histoire qui nous aide à comprendre comment ça marche le monde, comment nous on fonctionne, et qu'est-ce que c'est que devenir un homme et d'affronter le temps qui passe. Voilà. Ça se répète toujours en fait. Ah, des adolescents. Non, je veux dire pour la plupart des adolescents, c'est la même manière en fait. Ah, le caractère éventuellement universel du bouquin ou des choses comme ça? Non, je veux dire en fait la pensée de l'adolescent. Ouais. Pour la plupart en fait, c'est comme ça marche comme ça. Ça se répète, je veux dire. Bah pas très bien. Je vous remercie. Oui, est-ce que c'est toujours les mêmes histoires, les histoires d'adolescence? Voilà, ça, mais non, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Enfin, je veux dire, c'est anthropologique. Les hommes sont des enfants et deviennent des hommes. Et ça, on peut l'écrire dans toutes les cultures pour peu qu'on y écrive. Après, il y a des invariants, des choses qu'on retrouverait partout. Je pense que et puis des choses qui varieraient selon les cultures, quoi. Mais aussi. Mais enfin, partout dans le monde, on devient des hommes. Merci beaucoup. Bonsoir monsieur. Bonsoir. J'avais une question à vous poser qui a trait au jugement que vous portez sur votre propre écriture, parce que j'ai lu quelque part que vous racontiez vous considérez que le tout premier livre que vous avez écrit était beaucoup trop narcissique. Alors, c'est le premier que j'ai écrit, il n'a jamais été publié. Alors, c'est pas celui-là, vous pouvez l'acheter vous aussi. Donc, ce livre qui n'a jamais été publié, vous le considériez, avec le recul que vous avez maintenant, comme beaucoup trop narcissique.
Et du coup, je me suis posé la question de savoir, vous, dans votre parcours d'écrivain, à partir de quand est-ce que vous avez eu le sentiment que ce que vous écrivez était valable sur le plan littéraire? Est-ce qu'il a fallu que vous attendiez d'avoir le retour d'un professionnel au fait du métier pour enfin vous dire je suis réellement écrivain et je peux faire carrière dans ce métier, ou est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu une forme de lucidité, où vous vous êtes dit là je touche au but? Oui, quand j'ai commencé à écrire aux animaux la guerre, ça faisait quand même longtemps que j'écrivais des choses qui intéressaient personne. Je me suis dit là, il faut que tu changes le paradigme, il faut que tu fasses quelque chose d'intéressant. Et pour me sortir justement de ces biais narcissiques, le premier mot que j'ai posé, c'est « elle ». Comme ça, c'était ni je, ni masculin. J'étais peinard. Et c'est à partir de là, et du fait de m'être dit qu'il fallait que je parle des choses que je connaissais, qui est quelque chose qui s'est mis en place dans mon écriture. Mais il n'y a qu'au bout des 350 pages que je m'en suis rendu compte. Et c'est là où je me suis dit quand même, c'est beaucoup moins cher que d'habitude. Je touche peut-être au but. Et j'ai envoyé mon premier manuscrit à 10 éditeurs. Et ça faisait longtemps que j'écrivais, avec un succès. Que je n'arrivais pas à mes fins, j'y avais sacrifié beaucoup de temps, d'énergie. J'étais pas loin de penser que je m'étais fourvoyé, que j'étais un raté, vraiment. Je vivais dans une grande anxiété à cause de ça et un sentiment de gâchis assez profond. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de fil, j'étais dans une réunion. Sur mon portable, il y a un 04 qui est apparu, donc un appel du sud de la France. Et je décrochais. C'était mon éditeur actuel qui m'a dit « Oui, je viens de commencer votre roman. » Et il m'a dit « C'est beau, on voit tout de suite que c'est un écrivain. » J'étais guéri dans la minute. C'est-à-dire que c'est cet ordre de discours qu'on dit performatif. Vous savez, c'est comme quand un prêtre dit « Je te baptise », il suffit qu'il le dise pour que cela soit. Bon, ben voilà, moi, il a fait de moi un écrivain en me rassurant. Oui, j'ai eu besoin d'être qu'un professionnel, quelqu'un qui sait lire m'adoube de cette manière-là. Moi, ça a changé ma vie. Donc derrière, j'ai eu tout de suite beaucoup d'autres anxiétés, névroses diverses et variées. Ma vie a replongé très vite, mais sur le coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Oui. وسؤالي بيتعلق بالتفكير الاستدلالي، يعني من أين جاءت لحضرتك الفكرة وفكرة الرواية وكيف تحولت إلى فكرة إبداعية؟ شكرا. Je pense que l'idée du roman, elle m'est venue, du deuxième roman, elle m'est venue du premier en fait. C'est-à-dire que le premier, j'avais une idée assez précise de ce que enfin précise, non. Enfin, j'avais une galerie de personnages, et en cours de route, par génération spontanée, il y a de nouveaux personnages qui sont apparus dans le récit, sans que je l'ai vraiment souhaité. 2 personnages d'adolescents, qui s'appelaient Jordan et Lydie. Et c'était déjà l'histoire d'un petit mec qui tombait amoureux d'une fille. Là, il n'était pas d'un milieu différent, mais il n'y avait pas moyen non plus, quoi. Et ce motif-là, ces adolescents-là, à la fin du roman, j'en avais pas fini, quoi, avec eux. Et à telle enseigne que quand on a commencé à écrire le scénario, on a écrit les arches narratives, enfin les histoires pour chaque personnage, et quand il s'est agi des ados, j'avais écrit le double de pages que ce que j'avais écrit pour les autres personnages, donc ça me travaillait très très fort. Et en fait, c'est la continuation de personnages qui s'étaient amorcés dans le premier. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter. J'attends encore un tout petit peu. Bon, ben non, il n'y a personne qui se... Ah. Vous avez cité Annie Ernaux, elle a fait de sa propre vie le matériau déterminant de son travail et de son œuvre. Et du coup, je voudrais savoir, vous, comment vous voyez la suite par rapport à cette démarche réaliste. Et là, vous avez dit vous-même que vous étiez partie de votre propre expérience. Donc, est-ce que, comme elle, vous pensez
continuer de travailler sur vous, sur votre histoire, ou bien est-ce que vous envisagez de changer totalement Alors, moi, c'est quand même très différent parce que c'est de la fiction, hein, c'est-à-dire qu'il y a une large part qui est laissée à l'imaginaire. Mais effectivement, ça se source dans des choses que je connais. Il n'est pas exclu que mon expérience des open space trouve un aboutissement dans mon 3e roman, voilà. Mais c'est-à-dire parler voilà, de nos vies, de ce que c'est, le travail, etc. Mais je pourrais en dire plus que quand je aurais travaillé, puisque comme je vous l'ai dit, j'arrive pas trop à concevoir une abstracto. Bon après, Annie Ernaux a été importante pour moi à 2 titres. C'est que ces romans m'ont permis de mettre des mots sur des affects et des choses qui m'étaient arrivées que je ne comprenais pas moi-même. C'est-à-dire qu'est-ce que ça produit comme honte, comme dette, un parcours de transfuge. Voilà. Et puis aussi, il m'a montré à sa manière, Pérec de d'autres manières, voilà, comment les sciences sociales, quand elles influent notre regard, peuvent être intégrées dans un travail littéraire. Comment on fait ça, quoi. Voilà. Donc elle a été vraiment déterminante. Voilà, merci. Du coup, je me permets de poser également une question. Vous aviez dit tout à l'heure que c'était aussi ce livre un moyen d'empuissanter le désir de liberté de ces jeunes gens. Mais par ailleurs, vous avez également dit qu'il y avait une sorte de fatalité, de prédestination, ce pouvoir cette attraction très forte de cette cuvette, de ce lac, etc. Est-ce que vous n'avez pas peur ou est-ce que vous êtes indifférent par rapport à la manière dont ce roman sera reçu? Est-ce que ça va inciter les jeunes, les gens en général justement à lutter et donc à se battre, ou au contraire, est-ce que ça ne va pas avoir comme effet de démoraliser tout le monde et de nourrir l'aquabonisme? Alors, quand je parlais d'empuissantement, ce n'était pas celui des jeunes, c'était celui des lecteurs, en fait. C'est-à-dire que dans un monde où la chape de plomb sociale domine, il y a des possibilités de liberté, et une des manières de les accroître, de les aviver, c'est de lire. Que lire, ça donne une intelligence du monde qui nous rend plus forts et qui accroît nos possibilités d'être libres. Voilà, c'était plus ça. Après, c'est intéressant parce que moi je pense exactement... par rapport au caractère éventuellement fataliste du roman, je pense que c'est cette réalité-là qui peut déclencher le désir de s'en sortir, justement. Je m'explique. Si on dit que tout va bien, on ment déjà, d'une part, et on participe à une entreprise de divertissement et de diversion par rapport au réel. Ce qu'on appelait, enfin voilà, dans les années 80 aux États-Unis, l'escapisme. C'est-à-dire qu'au lieu d'affronter le réel, on s'échappe dans des livres, et puis voilà, c'est la littérature consolatrice. Il me semble que faire l'état des lieux des vrais rapports de force du monde social, de son fonctionnement réel, derrière la mascarade qu'on se raconte, etc., c'est justement le préalable à toute action possible de libération de soi et de changement des choses. C'est sur un constat qui tienne un peu la route, quoi. Et j'espère que ça ne met pas du plomb dans les baskets des jeunes, mais que ça pourrait aviver leur conscience et les faire agir avec plus d'efficacité dans le monde qui est réel. Voilà. Bourdieu a répondu à des choses pareilles où on disait, mais vous vous rendez compte, avec vos histoires de fatalité sociale, vous plombez le moral des gens, après ils n'auront plus envie d'agir. Mais non, c'est justement en prenant conscience Alors, Bourdieu, qu'on peut critiquer par ailleurs, voilà, c'est un travail scientifique qui peut être retravaillé, mais là-dessus, je pense qu'il a raison. C'est en passant le visage de la société au démake-up et en le voyant pour tel qu'il est, qu'on peut agir avec le plus d'efficacité. Sinon, on agit à fond perdu. Il y a tout un travail dans le roman sur comment ça marche l'école, par exemple. Si un môme le lisait à 15 ans et se disait « mais en fait, j'avais rien compris jusque-là », c'est peu probable, hein, cela dit. Mais l'école, ça marche comme ça, et pour m'en sortir, c'est bien que je connaisse la règle du jeu. La règle du jeu. Le film de Renoir, c'est exactement ça. Pour agir dans le monde du social, il faut reconnaître la règle.
Oui, moi j'ai une question, c'est à propos du climat. Dans votre précédent roman, il fait froid, c'est l'hiver, c'est terrible. Et puis là, il fait chaud, c'est l'été. Vous semblez influencé par le climat. Est-ce que vous pouvez développer? C'est très juste ce que vous dites, parce que, alors vraiment, le premier se passe au mois de février dans les Vosges. Bon, déjà l'hiver, c'est long hein, dans les Vosges, mais février, c'est particulièrement long. Et je m'étais dit en sortant, l'hiver, j'en ai ma claque. Et donc, je passerai à autre chose complètement, quoi. Et au-delà de ça, c'est vrai que dans ces deux romans, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, quoi. Je ne sais pas comment je le gérerai pour le prochain. Les climats fonctionnent comme des personnages, en fait. Ils ont une présence qui est signifiante et qui est agissante, quoi. Et ça fait partie aussi de l'histoire sensible de ces gens, de savoir quel est leur rapport, comment ils le ressentent, quoi. Voilà. Puis tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur les percepts. Voilà. Bon, merci Nicolas Mathieu. Merci, merci Madame Bénard. Merci beaucoup. Donc en partenariat avec la librairie Renaissance, quelques exemplaires des deux livres de Nicolas Mathieu sont en vente. Et je crois même que peut-être tu pourras en signer quelques-uns. Ah bah, tous ceux qu'on me tendra.